Cette semaine, nous avons eu Léon au village. Il est venu exprès pour me parler parce que ma dernière livraison avait été enregistrée dans le jardin du presbytère et qui voulait me dire combien ce qui se passait faisait partie de la lutte éternelle entre Dieu et le diable, figurez-vous. Il était assez remonté à cause de ces histoires de messe à 30 personnes. Au début, nous avons pensé, c'est parce qu'il joue de l'orgue à Villeneuve et qu'il est religieux. Enfin, moi, j'ai pensé qu'il défendait comme tout le monde, un peu son propre univers mental. Mais vous allez voir, quand on parle à Léon, on prend rapidement de la hauteur, c'est le sort de la planète qui est en jeu. Et lui, c'est le genre Fatima, Reine le Château, Abbé Saunière, enfin, je dis ça pour les initiés. Il voit des symboles et des secrets apocalyptiques à peu près partout, et des complots, mais comme il voit aussi les chiffres, la musique, comme si c'était des sculptures en couleur, dit-il, et comme il voit parfois les morts et annonce des présages, on a tendance à ne pas le prendre pour un complotiste ordinaire. Un type qui calcule les racines carrées en 3 secondes a généralement un petit coup d'avance dans pas mal de domaines. Donc on l'écoute, des fois qu'il aurait vraiment des lumières de l'au-delà sur ce qui nous arrive en ce moment. En tout cas, la décision du Conseil d'État qui a donné 3 jours au gouvernement pour réfléchir sur l'histoire des 30 personnes par église, c'était trop petit pour lui comme sujet. D'abord, il a dit ton président n'a pas choisi tout seul le nombre de présents à l'église. Il parlait à l'abonné au monde, qui voulait d'ailleurs quitter le jardin du presbytère à son arrivée, parce que soi-disant on l'attendait ailleurs. En fait, c'est pas Léon qu'il craignait, c'est Vladimir, le jeune russe, qui était en train de garer sa camionnette pour nous rejoindre. L'abonné au monde a répondu non, il n'a pas pris la décision tout seul, j'imagine que c'est en conseil des ministres qu'elle a été prise. Eh ben, tu imagines mal, parce que figure-toi, lui a dit Léon, que c'est un conseil de défense, ce qui veut dire qu'il ne rend plus aucun compte à personne, mais surtout que les 30 fidèles à l'église lui ont été imposés par une consigne mondiale. Le Canada, le Brésil, les USA, l'Espagne ont fait pareil. Au même moment, tout le monde t'annonce la messe sera limitée à 30 personnes sur tous les continents. Mais le plus ridicule, c'est que la consigne a probablement été mal rédigée au départ, parce que du coup, tout le monde s'est trompé en même temps, et que dans tous les pays du monde, une semaine plus tard, on a reçu un correctif. Visiblement, on est passé de 30 personnes à 30% de la capacité de l'Église. Oui, a dit l'abonné au monde, je crois en effet que c'est ça que le gouvernement a décidé. Non, a répondu Léon, tout en le singeant un peu, mais toujours assez souriant. Le gouvernement n'a rien décidé du tout. Il a lu une feuille corrigée par on ne sait qui, l'OMS, l'OTAN, la fondation Soros, etc. A dit l'abonné au monde, voilà Soros, le complot n'est pas loin. Et là, donc, nous avons parlé de Soros. Il y avait là la copine de Christiane, la psychiatre de Montpellier, qui était infirmière et qui venait exprès parce que ça l'amusait de voir sous le clocher de Campagnol la naissance de ce qui allait se retrouver sur Internet 2 jours après. Et là, elle a dit qu'elle savait pas très bien qui était ce Soros dont on parlait tout le temps, donc on lui a expliqué. Gustave, qui était un peu silencieux depuis le début, a dit c'est un Hongrois qui a fait fortune en spéculant sur les marchés financiers. Un parasite en quelque sorte, mais je laisse à notre ami écrivain le soin de vous en parler parce qu'il l'a connu. J'ai dit, donc moi, que je l'avais croisé en effet 2 fois chez 2 amis différents, une fois à Londres, une fois à Budapest, et tout le monde disait dans les milieux hongrois de l'émigration de l'époque que ce Soros voulait prendre une revanche sur son pays d'enfance en finançant la conversion forcée de la Hongrie à l'internationalisme par la finance, par le McDonald's, par la pratique de l'anglais commercial, alors que avant en Hongrie, tout le monde mangeait du goulash et se racontait des blagues d'Aristide et Tassilo, les Laurel et Hardy hongrois. La raison de la colère de Soros à l'égard de son pays de naissance, vous la devinerez aussi en apprenant que sa famille a souffert à Budapest sous l'occupation nazie. Du coup, il a décidé qu'aucun pays ne devait se prévaloir de son histoire, de sa culture. Il veut punir les nations. Il a fondé une association qui prône l'ouverture générale des frontières, des capitaux, des biens, des services. Il déteste l'Europe centrale qui résiste toujours, résistance qui est due au communisme, parce il a agi comme un conservatoire des espèces disparues. Il y a 30 ans, j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus, l'aurais-je dit. Je voulais que la Hongrie garde les souches des espèces européennes en voie d'extinction. Et je disais aux Hongrois, nous allons avoir besoin de vous pour réensemencer ce continent qui est en train de s'abîmer dans le culte de la Californie, garder les graines de ce qui a fait le génie européen. Et ben, le président hongrois a fait exactement ça. Il a chassé la fondation Soros récemment, établie à Budapest. Il a dit, vous êtes gentils, mais c'est nous qui décidons de ce que nous voulons planter chez nous. Depuis cette époque et récemment encore, Soros dit aux instances européennes qu'il faut absolument qu'elles sanctionnent des pays qui ne lui obéissent pas, comme la Pologne
ou la Hongrie, etc. On a beau lui répéter, mais qui êtes-vous pour régler vos comptes comme ça, personnels, à travers les instances européennes? Êtes-vous élu? Non, il répond rien, ou alors il répond en payant des gens pour écrire des éditoriaux partout. On sent chez lui un désir de revanche complètement irrationnel, comme chez Macron d'ailleurs, c'est odieux, c'est gênant, il déteste le passé, il veut que le tiers-monde vienne s'installer dans nos châteaux. En gros, on a envie de lui dire ta gueule. Et ben là, Gustave a dit c'est comme Macron, t'as raison, et moi j'ajouterais bien, je t'en colle une si tu continues. Mais je voulais ajouter quelque chose, ça c'est moi qui parle, avant de laisser parler Léon, j'ai signalé quand même quelque chose que j'ai trouvé bizarre et qui était tout récent, c'est que Soros en question venait de remplacer le directeur de sa fondation Open Society, là, celle qui veut ouvrir tout à tout le monde, par un type qui avait dirigé quelle société, je vous le donne en mille, Smartmatic, la société de logiciels que les Américains soupçonnent en ce moment d'avoir truqué les résultats des élections. Bizarre, non? D'ailleurs, chez nous aussi, si ça se trouve, elle a pu le faire depuis 10 ou 20 ans qu'elle est sur le pont. Ce que les journaux ne disent pas, et surtout le monde, financé par Bill Gates, et je conclus en saluant Vladimir qui est arrivé après avoir garé sa camionnette, c'est que la modernisation des systèmes de vote et la généralisation des votes à distance, tout ça est une obsession littéralement du camp démocrate américain, donc des socialistes français, donc des copains d'Emmanuel Macron. Nancy Pelosi, la présidente du groupe démocrate au Parlement américain, ne parle que de ça. Hillary Clinton aussi, c'était son dada. Bill Gates a deux obsessions, le vaccin et la machine à voter, et il faut absolument moderniser le système de vote pour qu'on puisse voter à distance, etc. Et là, comme par miracle, la crainte de l'épidémie fait que de plus en plus de gens aux États-Unis votent par correspondance, et chez nous, nos gouvernants disent que ce serait très bien d'en faire autant. Là, Léon m'a dit, tout se tient évidemment dans cette histoire, et il m'a parlé par-dessus l'épaule de l'abonné au monde, ce qui a eu le don de l'énerver, de mettre ce dernier en rage. Léon a eu l'air de me dire, au moins toi tu comprends, tout ça est voulu en effet, on aurait tort de prendre ces choses à la légère, il y a une lutte entre le bien et le mal dans le monde, et elle n'a jamais été aussi générale. L'opinion ressemble à ces vols détournaux, là, qui changent de direction en une seconde. Et pendant que nous parlions, Vladimir s'était renseigné sur ce qu'on avait dit avant son arrivée. Et comme sa mère était ukrainienne, côté russe, et qu'il en avait gros sur le cœur au sujet du fameux Soros aussi, a-t-il dit, c'est un poison pour l'Ukraine. Ce mec-là, depuis 20 ans, il finance tout ce qui nous pourrit la vie sociale. Et là, l'abonné au monde a dit avec ironie, mais oui, c'est ça. Un type qui donne la moitié de sa fortune pour créer des écoles et des instituts, c'est bien entendu le mal absolu. Un type, a dit Vladimir, qui paye des mouvements étudiants partout, y compris en France d'ailleurs, pour exiger 1 million d'immigrés par an. C'est pas un type qui veut le bonheur des peuples, ça. C'est un type qui veut leur martyr et qui veut que les statuts soient déboulonnés ou cassés, que les noms de rues soient changés. C'est un type qui veut ouvrir des bureaux des bureaux partout contre la discrimination, où tu pourras aller dénoncer ton voisin. Donc c'est un type qui veut à peu près ce que veut Macron, ou le contraire, notre président et son employé. Là, Gustave est intervenu d'une phrase pour dire l'avantage avec Macron, c'est que comme il n'a aucune finesse, on voit tout de suite que quelqu'un d'autre parle à travers lui, surtout en ce moment. Il y en a d'autres qui enroberaient le message un peu, mais lui, tu as l'impression qu'il récite une leçon, il change pas une virgule. Mais vas-y, Léon, a dit Gustave, je ne veux pas interrompre ton élan, je veux savoir comment ça va tourner à ton avis. Et là, tout le monde s'est retourné vers Léon, qui du coup a eu l'air d'un oracle, parce qu'il avait commencé à donner une interprétation de la situation qui avait un côté gourou. Nous étions curieux de savoir ce que le prophète de Campagnol avait à nous dire sur le devenir des peuples. Il nous a dit, on voit bien que le camp du prétendu bien avance des arguments qui se veulent solides. Ils veulent tout rationaliser parce que, vu les dimensions prises par les économies, on ne peut pas laisser les choses au hasard. Mais en fait, quand on y réfléchit, depuis 30 ans, c'est pour couvrir leurs fautes qu'ils font ça. Ils ont dépensé un argent qu'ils n'avaient pas pour fabriquer des choses dont on n'avait pas besoin. Pour souiller la planète, pour enrichir les plus riches et pour asservir les plus pauvres. Et pour faire baisser le niveau des classes populaires, pour réduire la diversité des espèces en toutes choses, même sur le plan de la pensée. Le mouvement naturel des choses, c'est que tu produis par ton travail et par ton imagination des choses extrêmement variées, qui relèvent de l'invention, de l'inspiration, y compris sur le plan génétique. Tes enfants sont l'expression d'une préférence, non seulement parce que tu as choisi une femme ou un homme à qui tu voulais qu'ils ressemblent, mais aussi parce que tu leur donnes une éducation, si possible singulière, et qui les rend encore plus singuliers. Dans ce système qui a toujours été très bien fait, qui a très bien fonctionné, ton travail et ton imagination
ta créativité, ta fécondité devenaient des biens, de la richesse, de l'argent plus tard, ton éducation donnait parfois des génies parmi tes enfants, et c'est dans ce sens-là que c'est prévu par le Créateur. Ce qui a été fait et bien fait a un prix et se transforme en valeur, en argent. Mais eux, qu'ont-ils fait? Ils ont inventé un autre système qui est l'inverse exactement, l'envers satanique de tout ça, où tu fabriques d'abord de l'argent, de la valeur, à partir de rien, qui sert ensuite à financer une production qui n'a rien d'affectif, qui n'a aucun mérite, dont le but principal est le retour sur investissement. Donc, la diversité des créations s'appauvrit, on se soucie peu de former des êtres qui ont leurs préférences, on préfère des opérateurs qui ne réfléchissent pas, on ne parle plus d'ingénieurs mais d'experts, l'ingénieur il pense à tout, mais l'expert il lui ne pense à rien. Et puis, on crée des consommateurs qui aiment ce qu'on leur dit d'aimer, des votants qui votent pour ceux qu'on leur dit qu'on leur désigne, des fiancés en ligne avec 40 cases à cocher pour trouver sa future femme. Même les parents, maintenant, choisissent leurs enfants sur le catalogue. À la fin, ça va donner des manipulations génétiques à tout crin et le clonage, surtout. Vous vous souvenez, l'autre jour, nous parlions des machines à voter trafiquées aux États-Unis. Mais ce n'est que le début, puisque le monde qu'on essaie de nous fabriquer est basé sur l'hypocrisie suprême selon laquelle nous sommes une démocratie idéale, alors qu'en fait, ils sont en train de prouver le contraire. On peut changer une élection ou un sondage en injectant des votes avec une clé USB. Il y a des machines pour ça, et naturellement, elles sont fabriquées en Chine. Oui, mes amis, a dit Léon, et on sentait d'après le ton que c'est là qu'il voulait en venir, ceux qui décident désormais, ce ne sont pas les peuples, ce sont les machines. C'est le prince de ce monde, une intelligence sans affectivité, une intelligence qui planifie, qui se corrige sans cesse, qui apprend mécaniquement de ses erreurs comme tous les arnaqueurs. La Chine ne te dira jamais que quelqu'un a fait quelque chose de mal dans l'absolu. La Chine n'a que du relatif en tête. C'est toujours mal devant la morale sociale. C'est un rouage qui s'est mal comporté et qui doit être corrigé par la machine elle-même, car c'est elle qui décide de ce qui est bon pour elle. Et alors, lui a-t-on demandé, alors c'est le système qui essaie de s'imposer partout en ce moment sur la Terre, dans les économies un peu complexes comme la nôtre, y compris par la génétique. Les Chinois ne trafiquent pas que les virus, ils font aussi des humains transgéniques maintenant, des clones, des guerriers qui résistent au froid, etc. Partout, ils viennent transformer de l'argent, de la valeur abstraite, en travail. Et non le contraire, non le travail en argent. C'est comme si tu écoutais ton billet de banque qui te dit tu vas faire de moi ce que je te demande et non pas ce que tu veux. Il te dit j'ai besoin que tu sois embauché dans telle usine où tu travailleras sans savoir pourquoi. Et si tu lui dis non, je voudrais fonder un petit atelier pour faire autre chose, je voudrais ouvrir un bar par exemple, je voudrais donner des cours de yoga, eh bien, désormais on t'envoie à la police, tu n'es pas aux normes. Ça c'était d'ailleurs il y a 10 ans. Maintenant c'est tu n'as pas ton masque. On te confine toutes les 3 semaines pour te faire comprendre que ton travail ne correspond à rien de ce que veut désormais la machine. Elle veut que tu transformes l'argent qu'elle te donne en activité planifiée, imposée. D'où, a dit Gustave, le revenu universel. On part du principe que si tu possèdes 1000 € par mois, tu feras ce que veut le plan. Et si tu sais rien faire, tu feras rien, tu resteras sur ton canapé où tu iras consommer au discount voisin. Et là, Vladimir s'est réveillé, il a dit, normalement, un vrai homme d'État dit, ne touchez pas à mon peuple, comme Orban, par exemple, en Hongrie, mais le nôtre passe son temps à nous dire, je veux que vous soyez dignes du monde qu'on vous propose, ne me faites pas honte devant la machine. Et là, l'infirmière a dit, je ne veux pas m'immiscer trop, mais je voudrais simplement vous dire que les gens, désormais, ne se font plus tester en ce moment à Montpellier ou à Béziers, parce qu'ils ont compris que c'est un cercle vicieux, plus tu testes, plus tu trouves de cas positifs, et si tu n'en trouves pas assez, tu vas augmenter les cycles de détection pour trouver des positifs quand même, parce que le but du jeu, c'est de justifier par le discours des mesures qui ne correspondent plus à rien dans la réalité médicale. Il faut le dire, si on enlève les diabétiques de 80 ans, il reste très peu de morts Covid en ce moment. Vladimir a renchéri en signalant qu'aux États-Unis, c'est pareil, ils sont en plein délire contradictoire. Ils parlent de cas et pas de malades. Les restaurants ferment, mais les cantines restent ouvertes. On voit très nettement que le camp de la tyrannie sanitaire, en plus, c'est le camp Biden, c'est pas un autre. Il est là pour assurer le coup. Et si ça marche pas, c'est la panique. Et Vladimir a demandé à Léon s'il croyait que Trump allait réussir son coup, et Léon a dit « Ah ça oui, pour l'effondrement de la loi du mensonge, oui, j'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais les machines à voter ont été programmées pour la triche depuis 10 ans au moins,
Et là, je crains que pour la présidence, il n'ait pas le temps de renverser les choses constitutionnellement. Et Vladimir a dit, si, figure-toi qu'il a 45 jours en plus. En plus de quoi? En plus que le 20 janvier, s'il décrète ou s'il fait décréter qu'il y a des soupçons d'irrégularité grave qui menacent la sécurité nationale, il a 45 jours pour faire mener une enquête sur le vote. Alors là, l'abonné au Monde a dit, oui, en gros, il va faire un coup d'État. Mais Vladimir lui a répondu, le coup d'État, c'est quand tu réunis 40 généraux pour leur dire, on va porter le masque en public et pour faire croire qu'on protège le peuple. Attendez, a dit Gustave, je veux savoir, moi, ce que Léon voit de l'avenir, il nous l'a pas dit toujours. Je peux pas te le dire exactement, a dit Léon, si Trump reste au pouvoir, je peux pas te le dire, mais c'est ça que tu attends. Mais ça dépend trop du droit américain. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il va gagner. Et c'est pas le diable qui va gagner. On est soulagé, a dit Gustave, que le diable ne gagne pas, mais encore. Et là, Léon, un peu poussé dans ses retranchements, nous a dit, tu sais, il paraît que les animaux, les éléphants notamment, avant le tsunami en Indonésie, sont montés 2 heures avant sur le coteau, parce qu'ils sentaient que ce qui allait arriver. Eh ben, moi, je sens un tsunami de vérité, je sens que la Chine sera arrêtée net dans ses entreprises, je sens que ses réseaux en Europe et partout seront dénoncés avant qu'il soit trop tard, car elles corrompent tout par l'argent, par la menace, par le vol. Souvenez-vous, a dit Vladimir, quand Trump a dit non à Huawei, à toutes les entreprises chinoises comme ça basées sur l'espionnage, tu imagines Macron disant non, désolé, ça sent l'arnaque. Non, lui, il nous livre pieds et poings liés à nos ennemis. Et Vladimir a continué, on s'est bien gardé de vous raconter que dans les 6 mois qui ont précédé l'apparition du fameux virus, on a viré je ne sais combien d'espions spécialisés en virologie du Canada et d'Amérique. On vous dit pas que l'Amérique a mis la France en garde, en demeure, en lui disant arrêtez de collaborer avec ces cons pour les virus, ils font n'importe quoi et leurs intentions ne sont pas claires. Et tu sens quoi d'autre, a dit Gustave à Léon? Je sens que la Russie est en train d'aider Trump à dévoiler une supercherie électorale qui date de l'élection précédente et même avant, et qui concerne de nombreux autres pays, une internationale du trafic d'opinion, un McDonald's du mensonge prêt à porter, prêt à voter. J'ai regardé le schéma le plus probable de la manipulation électorale américaine, c'est de la mathématique qui profite des réseaux et qui ressemble un peu aux ordres de bourse automatiques. Ce sont des votes qui se déplacent automatiquement d'un comté à l'autre en fonction des statistiques de dépouillement pour assurer une courte victoire, une victoire plausible donc, au camp que tu préfères. Si un comté est très peuplé, on va lui mettre des machines en plus spécifiques capables de ça. J'ai regardé le cas de l'Arizona, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça en détail, mais ça colle parfaitement. Si, a dit Gustave, on a tout notre temps. Non, il faut que j'aille à l'épicerie, a dit Léon. On a peut-être pas tout notre temps, a dit Gustave, mais on a au moins 5 minutes, vas-y. Eh ben, a-t-il dit, en Arizona, il y a un comté très peuplé par rapport aux autres qui s'appelle Maricopa. Et quand tu regardes de quelle machine il est équipé, eh ben, il est justement des fameuses machines de Mignon, les machines qui seraient programmables à distance pour modifier le résultat à 20h45 au dépouillement. À mon avis, a dit Léon, c'est là qu'ils sont foutus parce que il y a eu un véritable Tchernobyl pendant le dépouillement. Le logiciel qu'ils avaient prévu tordait les résultats en faveur de Biden, mais pas assez. Comme Trump a fait beaucoup plus que les prévisions, la correction était devenue insuffisante. Il gagnait quand même. Du coup, ils ont arrêté les machines en urgence. C'est ça que j'appelle un Tchernobyl. C'est comme arrêter un réacteur nucléaire. Le réacteur Trump n'est plus refroidi. Réaction en chaîne. Le réacteur de la fraude est encore en fusion. Et là, tu auras beau déverser des tonnes d'eau par hélico, le besoin de vérité va tout contaminer. Et tout le cirque à propos du virus fait partie de la même internationale du mensonge. Ils vont vouloir construire un sarcophage autour de la vérité, là, pendant les prochains mois, mais c'est pire que le césium 135, elle va se répandre partout. Il y a incontestablement des forces du mal qui ont voulu notre peau, et il y a des forces du bien qui réagissent en ce moment. Donc, a dit Gustave, tu vois les choses favorablement. Je vois que la dernière tribulation, le tout pour le tout, c'est que les forces du mal vont accuser le besoin de vérité d'être à l'origine de la catastrophe économique. Elles vont dire, qu'aviez-vous besoin de soulever le couvercle, c'est malin, on peut plus payer nos retraites maintenant ni nos fonctionnaires. C'est un peu comme si tu faisais le procès des lois de la fusion nucléaire, alors qu'il vaudrait mieux se demander pourquoi la centrale était si mal tenue. Et là, Vladimir, qui avait ce côté un peu mystico-prophétique de tous les Russes, les jeunes Russes, a dit « Je sens la même chose que vous, on va être effarés de voir à quel point on a échappé à la Chine et qu'on va être furieux contre ceux qui nous ont menés à cette situation. » Mais comme il était ukrainien et comme Tchernobyl c'était un peu son monde domestique, il a dit « Cela dit, le sarcophage peut durer encore 10 ans. » Mais je comprends ce que dit Léon, la radioactivité de la vérité, moi j'appelle ça le christianisme, c'est mon droit, c'est déjà tellement répandu qu'on va vers
mutation génétique générale. Je vous ai dit déjà que je voyais Poutine sur le Bosphore, je suis pas le seul, toutes les vieilles mémés orthodoxes pareil, on y arrive tout doucement. Et là, l'abonné au Monde a cru malin de rappeler que le pape portait un masque. Il n'était donc pas du tout dans le camp des bouts de feu de la vérité, mais Léon a dit, puisque vous en parlez, un pape qui est du côté des constructeurs de sarcophages contre le réacteur en fusion de la vérité, c'est quand même un signe biblique majeur. Sur ce, il a dit qu'il s'en allait dans l'épicerie parce qu'après 11h30, ils avaient plus de pain. L'abonné au Monde a dit, il paraît qu'elle est en vente cette épicerie. Et Gustave a dit, de toute façon, personne ne va racheter l'épicerie de Campagnol si Trump n'est pas réélu. Et j'ai trouvé que ce raccourci résumait un peu toute l'époque bizarre que nous vivons. À bientôt, merci.